Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Héritier des grands démocrates chrétiens qui ont fondé l'Union européenne après-guerre, vous vous êtes engagé dans les formations centristes, le CDS, l'UDF, dont vous avez été membre du bureau politique. Vous êtes l'un des meilleurs experts français des questions européennes et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors le dernier en date, c'est La Grande Bascule, aux éditions L'École de guerre. Le titre reprend celui d'un des éditoriaux que vous publiez régulièrement sur votre site internet. Vous présidez la Fondation Robert Schuman ainsi que l'ILERI, qui est l'Institut libre d'études des relations internationales. Alors, créée en 1991 après la chute du mur de Berlin, la Fondation Robert Schuman est à la fois un think tank et un centre de recherche qui œuvre en faveur de la construction européenne. À 3 jours du scrutin, nous avons volontairement choisi de ne pas inviter un politique, mais Face aux chrétiens aura pris sa part dans ce débat démocratique. Depuis le 21 février, nous avons eu dans cette émission 15 candidats, dont 12 tête de liste. Il était bien sûr techniquement impossible d'être exhaustif. L'élection de dimanche s'annonce pleine de suspense. Et pour parler de l'avenir de l'Europe, Jean-Dominique Giuliani, vous serez successivement interrogé par Romain Masneau de RCF, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Jean-Baptiste François de la Croix. Alors cette élection est la plus importante depuis 1979, a déclaré le président Macron dans l'entretien qu'il a donné cette semaine aux journaux régionaux. Êtes-vous d'accord, Jean-Dominique Giuliani, avec cette affirmation ? Je pense qu'elle est importante parce que si on regarde ce qu'est devenue l'Union européenne, on aura l'occasion peut-être d'en parler davantage. En fait, manifestement, il y a eu une première phase de développement de l'Union européenne, ramener la paix, la stabilité, la prospérité, et nous sommes entrés d'ores et déjà dans une seconde phase du développement européen qui nécessite vraisemblablement de nouveaux concepts, de nouveaux efforts, de nouvelles méthodes, et pour faire face à de nouveaux défis. Mondialisation, immigration, émergence de toute une série de pays et de continents compétiteurs de l'Europe. Donc c'est une deuxième phase, et c'est une élection qui marque un tournant. C'est pour ça que je me suis permis de qualifier ça de grande bascule, parce qu'on voit que le monde bascule, lui aussi, sur son axe, et donc tous les continents sont concernés, et bien sûr l'Europe. Alors la place de l'Europe dans le monde, on en parlera dans la troisième partie de cette émission, mais tout de suite des questions de Romain Masneau, et on va commencer par la campagne des Européennes. Oui, bonjour Jean-Dominique Giuliani. Quel bilan tirez-vous de cette campagne européenne ? Est-ce que les débats ont été à la hauteur des enjeux que vous avez commencé à évoquer ? Écoutez, au sein de l'Union européenne, comme chez nous en France, personnellement, comme observateur, j'étais un peu déçu, pour être très franc, spécialement par la campagne française. Pour vous dire très franchement les choses, et un peu brutalement même, je trouve que pour intéresser les électeurs à prendre part à ce vote, dont on vient de mesurer l'importance, il y a mieux comme argument que de dire « j'aime tellement l'Europe que j'en veux une autre ». Il faut aussi tirer le bilan de ce qu'on a fait, avoir un jugement honnête sur l'état de l'Union européenne. On aura l'occasion d'en parler. Il n'est pas que négatif, c'est aussi un élément de protection, de fierté. Je n'ai pas entendu ça dans le discours politique français. Je l'ai davantage entendu ailleurs en Europe, avec bien sûr des divergences, des différences. On vote au Royaume-Uni, on ne peut pas dire que ce soit une campagne exemplaire non plus, ça a complètement dérapé. Mais en revanche, si on regarde notre grand voisin allemand, si on regarde d'autres pays, il y a de vrais débats, y compris des débats idéologiques de fond que posent des partis nationalistes nouveaux ou contestataires. D'après un récent sondage publié par La Croix la semaine dernière, il y a quand même 63% des Français qui se disent intéressés par cette campagne. C'est sensiblement plus d'ailleurs qu'en 2014. Est-ce que ça veut dire que la participation pourrait être plus élevée ? Je rappelle qu'en 2014, elle était de 42%. Je le pense, oui. Je pense que les Français vont aller voter davantage, les Européens aussi. Vous savez, sur les 8 scrutins qu'on a déjà eus, il y a seulement eu 3 votes. Le premier en 79, le second, puis le quatrième, je crois, où plus de 50% des citoyens européens sont allés voter. Donc c'est un peu décevant.
notamment dans les pays d'Europe centrale et pays de l'Est, où on votait pour la première fois, en quelque sorte, et où on a vu des participations extrêmement faibles. Donc là, il y a un vrai problème que les États membres devraient essayer de traiter. Comment faire partager les enjeux électoraux et c'est quand même le Parlement européen, la seule institution élue au suffrage universel direct, et il est donc très décevant qu'on le Parlement, c'est aussi une institution qui a relativement peu de pouvoir, même s'ils ont augmenté ces dernières années. Est-ce que donner plus de pouvoir au Parlement, lui donner par exemple un droit d'initiative législative, ce serait aussi une manière d'impliquer davantage, d'intéresser les citoyens européens ? Je pense que la démocratie, plus elle est directe, plus elle est comprise des citoyens. Je ne suis pas sûr de moi en vous disant ça, mais comment être contre le fait de donner plus de pouvoir à l'organe élu? Je pense que ce serait plutôt une bonne chose, et on sent qu'il y a un besoin de mieux comprendre comment l'Europe fonctionne, de mieux participer au fonctionnement des institutions communes qui sont très éloignées des citoyens. La démocratie à deux niveaux, ça a toujours été très compliqué. On voit bien que la démocratie à un seul niveau, elle est aujourd'hui remise en cause, gilets jaunes, etc., démocratie participative. Donc voilà, donc là, il y a un problème pour l'Union européenne dans l'avenir. Comment mieux intéresser les citoyens? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, comme disait Enrico Letta sur ce plateau il y a quelques mois, débruxelliser l'Europe, donner peut-être moins de pouvoir à la Commission? Écoutez, oui, il y a plusieurs hypothèses. Je connais la thèse d'Enrico Letta, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faudrait rendre les gens plus responsables, les responsables européens davantage responsables de leurs actes devant des instances élues, et que donc on pourrait imaginer que le président de la Commission puisse être élu, que le président de l'Europe, un jour, peut être élu au suffrage universel. Donc, évidemment, ce ne sont pas des développements immédiats, mais en tout cas, je pense que ce sont des voies vers lesquelles il faudrait aller. Vous parliez tout à l'heure de la campagne qui n'a pas été à hauteur, selon vous, des débats de fond. Qu'en est-il de la participation des élus français à la vie du Parlement européen? Est-ce que les Français sont présents, actifs, ou est-ce qu'au contraire, ils sont en retrait par rapport à d'autres élus? Difficile de généraliser, n'est-ce pas? C'est vrai que le Front National, qui a gagné les élections en 2014, n'a pas brillé par ce qu'il a apporté au Parlement européen, parce qu'il ne représentait pas grand-chose, qu'il n'avait pas d'alliés, etc., qu'il a mis du temps à constituer un groupe. Et en général, la particularité des élus français au Parlement européen, c'est de ne pas s'investir durablement dans un travail législatif et parlementaire qui, au niveau européen, est beaucoup plus dense et beaucoup plus difficile qu'au niveau national. Donc, des personnalités sortantes comme M. Lamassoure ou Mme Pervenche Berès, socialistes et M. Lamassoure, républicain, ont marqué le Parlement parce qu'ils ont fait 4 ou 5 mandats. Ils se sont investis, ils ont eu des alliés, ils sont devenus des spécialistes de quelques questions, les taxations, les impôts pour M. Lamassoure, les questions économiques pour Mme Berès, et donc avaient une voix reconnue et pouvaient compter au Parlement européen. Ils sont très peu nombreux, les parlementaires français qui ont vraiment marqué le Parlement européen. Et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que des listes transnationales, comme le souhaitait Emmanuel Macron, ça aurait permis de clarifier et surtout d'européaniser les enjeux? Oui, je pense que c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'européanisation de l'espace public européen se fait par des extrême droite et extrême gauche. Évidemment, on préférait qu'elle se fasse à partir des partis traditionnels pour avoir des débats plus constructifs. Et donc, je pense que la liste transnationale, c'est un des moyens de vraiment porter les enjeux européens au niveau qu'il convient. Le président de la République souhaite une recomposition au Parlement européen avec une coalition plus large que chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, peut-être avec les libéraux, les écologistes. Ça paraît pas encore très clair. Est-ce que ce serait quoi? Ce serait des majorités d'idées, projet par projet? Comment ça fonctionnerait? Bon, j'espère que c'est pas ça, parce qu'il faut quand même des majorités assez stables pour faire fonctionner et le Parlement et les institutions. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les deux grands partis, social-démocrates et démocrates chrétiens, à eux seuls, avaient une majorité.
Ça ne veut pas dire que sur tous les votes, ils votaient de la même manière, mais ça permettait une stabilité des institutions du Parlement en soutien de la Commission et en dialogue avec le Conseil qui représente les États. Cette situation s'est terminée, je crois, parce que les sociaux-démocrates se sont effondrés un peu partout en Europe et les partis démocrates chrétiens sont aussi en recul. Tous les partis traditionnels sont affectés. Donc le calcul, en fait, de En Marche, c'est de dire nous allons être le troisième parti qui va permettre une majorité et donc nous serons un peu les faiseurs de rois. C'est ce que disent les responsables de la liste En Marche. Je pense que ça correspond à une réalité mathématique, mais que c'est plus difficile. Car vous savez, nous, en France, on voit toujours l'Europe comme la France en grand. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que le modèle dominant en Europe, c'est la démocratie parlementaire. Donc on apprend à faire des coalitions, on apprend à faire des compromis, on apprend à s'allier. Un peu le contraire de la politique française qui ressemble plutôt à un combat de coq. Mais est-ce que justement cette logique de consensus, de coalition, d'alliance, c'est pas trop compliqué pour l'opinion publique, justement, qui ne s'y repère plus? Vous parliez voilà, il y avait deux grandes formations, on peut dire simplement de gauche, de droite, qui faisaient alliance ensemble. Est-ce que le débat peut exister et de façon lisible pour le grand public dans ces circonstances? Vous avez raison, c'est une vraie question. C'est le modèle dominant en Europe. Dans les élections en Suède, dans les pays baltes, il faut maintenant 3 ou 4 partis pour faire des coalitions et les électeurs peuvent ne pas s'y retrouver et donc être tentés de voter aux extrêmes, à droite ou à gauche. C'est une vraie question, mais c'est le modèle dominant en Europe. C'est pas le modèle français, c'est pas le modèle britannique. Est-ce que il faudrait réintroduire un peu de scrutin majoritaire, un peu de conflit dans les débats idéologiques? C'est une question extrêmement compliquée. Et en tout cas, nous, Français, nous sommes minoritaires en Europe avec notre système très conflictuel, droite-gauche, qui d'ailleurs a un peu explosé depuis la présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron, en installant, en mettant en scène le débat nationaliste contre progressiste, est-ce qu'il n'a pas pris un grand risque personnel? Est-ce qu'il ne fausse pas le débat? Il a pris un risque, oui, c'est incontestable. Il l'a nationalisé aussi. Et comment vous dire, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit le véritable enjeu aujourd'hui au niveau européen, parce que ce à quoi on assiste, c'est que on assiste à une sorte de socialisation des extrêmes, une européanisation des programmes des partis extrémistes, comme si l'Union européenne, l'appartenance à l'Union européenne avait gagné. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne remet plus en cause l'appartenance à l'Union européenne. Par exemple, Monsieur Salvini, Monsieur Di Maio en Italie ont fait campagne contre l'euro, contre l'Europe, et quand ils arrivent aux affaires, finalement, on n'entend plus parler de rien. Monsieur Tsipras, en Grèce, est élu contre la Troïka, la BCE et le Conseil européen, puis finalement applique le programme. Donc pourquoi? Parce que les citoyens européens tiennent plus que jamais à l'appartenance à l'Union. Et ça, c'est peut-être un effet du Brexit, c'est certainement un effet des menaces géopolitiques extérieures, et c'est aussi l'effet d'une crainte récurrente sur l'avenir. On ne voit pas clair. Expliquez-nous, parce que la montée des nationalistes, on peut croire que c'est justement un rejet de l'Europe. Vous dites non? Vous dites l'opinion publique, majoritairement, a plutôt une attente vis-à-vis de cette construction européenne. Les sondages le montrent. Aujourd'hui, 75% des Polonais, s'il y avait un référendum sur l'appartenance à l'Union, voteraient pour rester dans l'Union européenne, alors que leur gouvernement passe son temps à taper sur Bruxelles. En Hongrie, c'est 68%. Donc, si vous voulez, les citoyens, les Européens, ils sont devenus pro-européens. Ça ne veut pas dire qu'ils soient satisfaits sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il n'ait pas de très graves inquiétudes sur toute une série de politiques ou de sujets, voire de demandes très précises qui ne sont pas satisfaites. Mais en revanche, les partis extrémistes ont compris que l'euroscepticisme, c'était plus un moyen efficace de critiquer les gouvernements nationaux qu'en réalité quelque chose de vrai
Parce que oui, on peut bien sûr reprocher beaucoup de choses aux institutions communes, mais en réalité, le principe même de l'union fait la force, qui est à la base de la création de la communauté puis de l'Union européenne, celui-là, c'est un principe qui s'est imposé. Alors, c'est presque une astuce qui trouverait, mais sauf dans le cas des Britanniques, qui sont pour la sortie de Oui. Nigel Farage, est donné à 37%, je crois, d'opinion favorable. Il a gagné. C'est l'exception qui confirme tout ce que je viens de dire, parce que je pense que les spécificités britanniques sont très très particulières, si vous voulez. Pour moi, les Britanniques, non seulement c'est une île, le Royaume-Uni, mais surtout, c'est le seul pays européen qui a gagné la guerre. Et donc tous les autres ont perdu la dernière. Et ça change quoi ? Ça change tout. Ça change tout. C'est le seul pays européen qui a gardé cette nostalgie impériale et coloniale. C'était le plus grand empire de la Terre, 400 millions d'habitants, n'est-ce pas ? Le Royaume-Uni, qui en a tiré cet amour du grand large, qui voulait faire un partenariat privilégié avec les Américains. Et on en est toujours au discours de Churchill en 1946, à Zurich, qui dit il faut réconcilier, pacifier le continent par une alliance franco-allemande très forte, mais bien sûr, nous sommes à part et nous resterons à part. Et donc, dans l'inconscient collectif, même dans la conscience collective britannique, c'est quelque chose qui est resté très fort, au point que depuis 43 ans qu'ils sont membres de l'Union européenne, il n'y a pratiquement pas de gouvernement qui a assumé l'appartenance à l'Union européenne du Royaume-Uni, qui pourtant en a profité autant que les autres. Romain Mazneau. À quelles conditions on pourrait dire que la République En Marche a perdu cette élection ? Enfin, un mauvais score pour la République En Marche, ce serait quoi ? Écoutez, ça, je ne suis pas un expert des... Si moins de 20%, c'est pas... Oui, bien sûr, mais franchement... il faudrait poser la question à des politologues spécialistes du collège électoral français. Une autre manière d'impliquer les citoyens dans les débats européens, ça peut être aussi la conférence pour l'Europe, incluant des citoyens, des dirigeants européens, comme le propose Emmanuel Macron. Écoutez, Emmanuel Macron, il est dans le rôle traditionnel du président français, la France, c'est un peu l'agitateur d'idées en Europe, depuis l'origine, n'est-ce pas ? Monnet et Schuman étaient quand même français, donc ce projet, c'est un projet français, qu'on le veuille ou non, et il doit le rester. On l'a un peu oublié avec François Hollande, qui avait pris beaucoup de distance, et donc la France avait disparu des écrans. Elle revient. On ne peut pas dire que ce soit toujours facile, on ne peut pas dire que nos partenaires soient toujours disposés à écouter les propositions françaises, ça c'est clair, c'est difficile, mais il est dans le rôle traditionnel de la France. Alors après, juger s'il a raison ou pas, on va le voir. En tout cas, après les élections, il doit y avoir une nouvelle phase européenne. Et il a raison. Comment qui doit se traduire comment maintenant, au stade où on en est de l'intégration européenne, si vous voulez, on ne peut plus continuer par le passé. Il faut que les États membres prennent leurs responsabilités pour essayer de proposer aux citoyens européens de nouveaux objectifs européens, clairs et compréhensibles. Personnellement, je pense que celui de dire nous voulons rester dans les 3 grandes puissances mondiales et donc nous avons à la fois de la protection mais aussi de la projection à faire à l'extérieur, dans l'avenir, etc. C'est à travers quelques projets très concrets, quelque chose qu'on peut proposer aux citoyens. Merci Romain Mazneau. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité Jean-Dominique Giuliani. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Dominique Giuliani, qui est président de la Fondation Robert Schuman. Il est interrogé dans cette deuxième partie par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Dominique Giuliani, il faut que... Parce qu'on essaie de répondre à la peur qu'exprime un électorat qui peut aller vers les extrêmes. Est-ce que l'Europe doit être plus protectrice ? Est-ce qu'elle doit dire oui, par exemple, au rachat de certaines industries par des consortiums internationaux ? Est-ce qu'elle doit être favorable au libre marché, à une plateforme de libre-échange ? Ou bien est-ce qu'elle doit prendre des dispositions pour protéger une économie nationale ? Moi, je suis un passionné d'histoire. Tous ceux qui se protègent derrière les murs, les lignes Maginot, les forteresses, elles ont toutes été prises,
tous les murs ont été abattus, et donc la protection ne suffit pas. Et premier point. Deuxième point, l'Europe protège déjà. C'est ce que je n'ai pas entendu dans la campagne française, sauf de la part de Bruno Le Maire, qui a expliqué combien l'euro protégeait les épargnants français. Et ça, ils savent de quoi on parle. Donc l'Europe protège déjà. Donc l'Europe qui protège, pour moi, c'est un thème du passé. Je pense que l'Europe qui se projette, ça, c'est quelque chose qui permet de mieux se défendre, de mieux protéger, de mieux répondre à cette demande de protection. Vous avez raison, il y a une demande de protection. Parce qu'il y a une demande, comment... on s'interroge sur comment allons-nous survivre, nous qui sommes le plus petit continent du monde, qui avons une démographie en régression, qui avons une démocratie très transparente, avec ses faiblesses et ses qualités. Comment allons-nous survivre face aux géants que sont la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, bien sûr, l'Afrique, avec ses 2,5 milliards d'habitants prévus dans 50 ans. Voilà. Alors, cette place de l'Europe dans le monde, on en reparlera beaucoup dans la troisième partie de cette édition, mais pour revenir quand même sur ce qui semble ne pas avoir marché dans cette Europe ces dernières années, est-ce qu'elle n'a pas grandi trop vite ? Est-ce que l'Europe à 25, c'était pas trop grand, trop... Moi, je ne me sens pas d'aller expliquer aux Polonais qui ne sont pas européens, et quand ils se libèrent du totalisme communiste, de leur fermer la porte. On a quand même attendu 14 ans avant de les faire entrer dans l'Europe après la chute du mur de Berlin. Et donc, on peut dire, ils ont grandi trop vite, etc. Ils ont adopté et ingéré toutes nos règles en un temps record, 100 000 pages de journal officiel. Je les ai décomptées, puis j'ai créé une étude là-dessus. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même pratique démocratique que nous, parce qu'ils ont vécu sous le totalitarisme communiste pendant longtemps, qui retrouvent une identité nationale. Donc il faut aussi comprendre cela et essayer d'être un peu plus accueillant. Après tout, nous n'avons pas été des démocrates modèles depuis si longtemps que ça, nous, Français et Européens de l'Ouest. Donc voilà. Et la réunification du continent, c'est un motif de fierté, un motif de joie. Alors je vois bien des inquiétudes des uns et des autres. On nous a transformé notre Europe, on y parle anglais. D'ailleurs, ces Roumains ne sont pas au niveau, etc. Et en réalité, je pense que c'est une grave erreur. L'Europe, c'est un continent qui est le plus petit continent du monde, 4 millions de kilomètres carrés, plus petit espace politique organisé. Et le fait que les pays qui nous ont rejoints sont en phase de rattrapage économique, c'est une grande chance pour nous aussi, parce qu'ils acceptent nos règles. Alors, pas toujours de manière évidente, c'est parfois douloureux. Enfin, sur des pays qui se vident, la Bulgarie, le pape était en Bulgarie, il a déploré le dépeuplement de la Bulgarie. Le salaire en Roumanie, c'est 300 €, à peu près, non ? Il a raison, mais il ne cesse de progresser. Le pouvoir d'achat en Pologne, c'est celui qui a le plus progressé au cours de ces 3 dernières années, plus de 30%, donc c'est plutôt une bonne chose. Que voulez-vous ? Mais moi, c'était plutôt sous l'angle de la prédation internationale des grandes entreprises ou des fonds de pension et de l'investissement internationaux en Europe, des entreprises qui passent sous contrôle américain. Prenez Technip, par exemple, prenez des vignobles dans le Bordelais qui sont rachetés, etc. C'est une chance. Ça donne... Oui, mais les Européens, ou en tout cas les Français, peuvent le vivre comme étant une forme de dépeçage face auquel l'Europe, finalement, ne dit rien. C'est ça le ressenti. J'essaie d'analyser ce ressenti-là. C'est pas vrai. Je rappelle que la directive qui permet le contrôle des investissements étrangers, qui a été adoptée cet automne, elle a été adoptée en 2 mois. C'était un record absolu de rapidité. Alors, ça dépend. C'est d'abord une compétence des États membres. Deuxièmement, accueillir les investissements étrangers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes, nous Français et nous Européens, le premier endroit où on vient investir dans le monde. C'est plutôt intelligent de recycler l'énorme contingent de liquidités qui se promène à travers le monde, qui vient des pays arabes, qui vient de Russie, qui vient de Chine. Troisièmement, il faut être vigilant pour ne pas se faire dépecer, mais pardonnez-moi, les Français sont les plus mal placés pour parler de ça. Les plus grandes entreprises mondiales, de dimension mondiale, en Europe, elles sont françaises. Voulez-vous qu'on cite les noms ? Les Saint-Gobain, les Veolia, les Engie, etc. Ce sont des entreprises françaises, ce sont des entreprises européennes, elles sont présentes partout, aux États-Unis, en Chine, etc. Alors bien sûr, il faut se défendre, il faut
faire attention à ne pas se faire voler ses technologies. Je crois qu'on le fait et on n'est pas du tout naïf dans ce domaine-là. Seulement, comme nous sommes petits exportateurs, c'est vrai que la France est un peu moins exportatrice ces dernières années, nous avons aussi des intérêts ailleurs. Et donc, voilà, on fait la balance entre ce qu'il faut protéger et ce qu'il faut faire à l'extérieur. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée que, dans un autre domaine, l'OTAN redéploie ses forces davantage sur la Méditerranée et pas sur la ligne de front russe ? Écoutez, moi, je trouve que l'OTAN, c'est une survivance de la guerre froide, qui, bien sûr, présente beaucoup d'intérêts pour la défense territoriale de l'Europe, mais je préférerais que le pôle européen à l'intérieur de l'OTAN se développe et petit à petit que nous acquérons cette autonomie stratégique qui est désormais un objectif officiel de l'Union européenne. Et la France, de ce point de vue-là, a quelque chose à dire et à raconter, puisqu'elle a une quasi-indépendance de sa défense. Elle est en tout cas la plus indépendante, la moins dépendante de notre allié américain, qui, on le voit, a d'autres intérêts que les nôtres. Donc si on veut protéger, défendre, promouvoir nos intérêts, on doit avoir une diplomatie plus autonome, plus indépendante, appuyée sur une défense plus indépendante. Mais dans le cadre de l'OTAN. Dans un premier temps, dans le cadre de l'OTAN, et si un jour on peut s'en passer, c'est une très bonne idée. Comment relancer, Jean-Dominique Giuliani, l'intégration économique ? Certains disent qu'il faudrait qu'il y ait un budget européen, un vrai budget européen. D'autres disent, le centriste Jean-Christophe Lagarde disait ici qu'il faudrait supprimer les contributions directes des États et remplacer ça par une fiscalité propre. Qu'est-ce qui vous paraît être une... Ce sont des objectifs louables. Moi, comme observateur, j'essaie d'être encore plus concret, si je peux me permettre. Et je crois que la méthode communautaire traditionnelle, qui consiste à déléguer en quelque sorte à la Commission européenne un peu l'initiative, elle a fait son temps parce que nous sommes déjà très intégrés. Et donc, ce qu'il faut intégrer maintenant, ce sont des politiques régaliennes qui engagent la souveraineté de nos États, et c'est donc difficile sur le plan politique. Et la méthode que, personnellement, je trouverais la plus pratique, c'est ce que j'appelle l'intégration par l'exemple. C'est ce qui s'est passé sur la défense, c'est ce qui devrait se passer sur la maîtrise des flux migratoires, c'est-à-dire que quelques États membres montrent l'exemple d'une politique européenne, de l'embryon d'une politique européenne. Sur la défense, on l'a vu ces 2 dernières années, la France et l'Allemagne ont fait quelques progrès. Un avion de combat en commun, les chars en commun, qui sont encore que des projets d'ailleurs, qui devront être... Et aussitôt, tous les autres États européens ont dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Les Français et les Allemands se rapprochent, ils étaient très différents. Donc on veut monter dans le train et partir dans cette affaire, et on se retrouve avec ce qu'on appelle en termes juridiques une coopération structurée permanente, c'est-à-dire une coopération renforcée en matière militaire, avec 25 États membres. Donc c'est d'ailleurs presque tous. Donc si vous voulez, montrer l'exemple. Et je pense que sur l'immigration, c'est ça que nous devrions faire. Plutôt que de penser en termes nationaux, nous devrions, par exemple, nous Français, avec l'Italie, l'Espagne, essayer de trouver des procédures communes d'asile, traiter de la même manière les demandeurs d'asile, est-ce qu'ils peuvent travailler, est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler, on a des régimes différents. Comment est-ce que, pour traiter l'immigration économique... C'est l'harmonisation, en fait, vous préconisez d'harmoniser. Oui, essayez de le faire à quelques-uns. D'abord, ça permet de voir si ça marche. Et ceux qui ont des frontières communes sont ceux à qui on pense. Et ensuite, si ça marche, c'est comme ça qu'a fonctionné Schengen, on pourra l'étendre ensuite aux autres parce qu'ils voudront venir. Mais vous dites, on est déjà très intégrés, comme si tout était fait, et vous dites, maintenant, il faut passer aux questions régaliennes. Mais enfin, il y a quand même des domaines entiers où cette intégration ne s'est pas faite. La fiscalité, il n'y a pas peu d'harmonisation. L'Europe sociale, le SMIC européen, on voit bien que tout ça n'avance pas. Oui, bien sûr. Alors, sur le domaine social, nous sommes coupables et responsables, parce que pendant des années, on a eu tellement peur que l'harmonisation ait lieu à la baisse qu'on s'y est opposé. Bon.
Alors maintenant, les choses ont changé. Oui, il y a des propositions. Vous avez vu dans la campagne, M. Timmermans, socialiste, propose un SMIC européen, assez intelligent d'ailleurs, en fonction du niveau de vie de chaque pays, etc. Bon, pourquoi pas, et j'ai vu que En Marche avait repris cette idée. Pourquoi pas, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Nous avons traîné parce que nous avons eu peur de le faire. Et c'est souvent le cas. En matière de fiscalité, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tous les trois ont dit on va essayer d'harmoniser l'impôt sur les sociétés entre la France et l'Allemagne, etc. C'est assez compliqué techniquement parce que les assiettes ne sont pas les mêmes, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des résistances. Donc il faut montrer l'exemple. Si la France et l'Allemagne ont le même taux d'impôt sur les sociétés, croyez-moi, les investisseurs mondiaux, ils vont se précipiter pour investir encore plus et ramener de l'argent qui fera de l'emploi et de l'activité. Donc voilà, moi je pense l'intégration par l'exemple, montrer l'exemple, là où on en a besoin, sans qu'on se pose des problèmes de souveraineté. On a manifestement besoin d'avoir une maîtrise de l'immigration qui respecte nos critères moraux, nos valeurs, mais en même temps qui donne l'assurance aux citoyens que tout ça est sous contrôle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut le montrer, l'exemple, à 2, 3, et puis peut-être à davantage. Louis Dauphren. Qu'est-ce que vous dites quand, vous qui êtes attaché à ce projet européen, comme... Tenez, prenons l'exemple du football. Le match, parce qu'on en parlait sur notre antenne récemment, le match Brésil-Allemagne, les Portugais sont dans l'Union européenne, mais tous les Portugais sont pour le Brésil. Hein. Aucun Portugais ne va défendre l'Allemagne, qui est la tête de pont de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites là ? Vous dites c'est un échec, c'est normal, parce qu'en fait, l'Union... En fait, est-ce qu'on est en présence d'une fiction et qu'en réalité, dans les cœurs, les gens sont attachés à toute autre chose que ce que vous décrivez ? Non, parce que l'Union européenne, c'est uni dans la diversité et donc c'est respecter les identités. Donc c'est ça la difficulté du projet. Normalement, il devrait être pour un pays européen face à un pays qui n'est pas européen. Oui, écoute, ça serait la logique même. C'est pas très important. Là. Oui, non, je dis pas que ça... Non, c'est un révélateur. Si oui, mais bien sûr, pour les Jeux Olympiques aussi, nous, la Fondation Schuman, nous publions sur notre site chaque fois le résultat européen. Alors, évidemment, on enfonce tout le monde. Donc, on a 2 ou 3 fois plus de médailles que les Américains, les Chinois, etc. Bon, mais si vous voulez, la construction européenne, je crois que c'est ça le génie de Schuman. En fait, la construction européenne, c'est pas enlever quelque chose aux citoyens. C'est essayer d'apporter quelque chose de plus. Et donc, si vous enlevez l'équipe de football qui fait la fierté des Portugais, etc., ou des Allemands, ils vont vous dire c'est une Europe contrainte. C'était peut-être un peu un défaut de ces dernières années. Donc, ce qu'il faut, c'est démontrer toujours la plus-value européenne. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est clair que pour lutter contre la criminalité transnationale ou le terrorisme, il vaut mieux que nos polices s'allient. Donc on va avoir un procureur européen qui va pouvoir le faire. Et bien voilà, c'est quelque chose en plus. Si c'est quelque chose en moins, on n'y arrivera pas. Parce que les peuples, c'est eux qui ont raison, finalement. Vous nous avez parlé tout à l'heure de relancer l'Europe par l'exemple. Allons-y à quelques-uns. Or, justement, actuellement, le couple franco-allemand semble donner des signes de mésentente ou de faiblesse. Et dernières déclarations de certains responsables allemands, on parlait de confrontation entre la France et l'Allemagne. Quel est l'état de santé de ce couple ? Ça a toujours été le cas. La nouveauté, c'est que c'est public. Bon, ce que je regrette d'ailleurs. Mais on est en période électorale. Il faut être tout à fait clair. La CDU est en difficulté après le SPD. Ils sont en coalition. Il y a eu des élections au sein des partis, et nous aussi, on voit bien, Gilets jaunes, etc., combien l'espace politique est troublé. Et donc, je pense qu'après la période électorale, j'espère qu'on va retrouver un peu de stabilité qui permettra de retrouver un dialogue franco-allemand plus apaisé. Vous savez, ça a toujours été comme ça, et finalement, si on décide de trouver un compromis entre nous, on y arrive toujours entre la France et l'Allemagne, parce que ça aussi, c'est un peu le génie de ce que nous avons construit. C'est qu'au départ, nous sommes d'accord sur rien, et puis finalement, quand il faut trancher, nos plus hautes autorités qui doivent trancher prendre une décision en fonction de l'intérêt national, finalement, elles penchent du côté européen, du côté de l'intérêt européen qui rejoint l'intérêt national. Et ça, c'est, je pense, en matière franco-allemande,
quelque chose qui s'imposera aussi. Merci Louis Dauphren. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouverons dans un court instant notre invité Jean-Dominique Giuliani qui est président de la Fondation Robert Schuman. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Dominique Giuliani qui est président de la Fondation Robert Schuman. Il est interrogé dans cette dernière partie de Face aux chrétiens par Jean-Baptiste François de la Croix. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Parlons, si vous voulez bien, de mondialisation, la place de l'Europe dans cette mondialisation qui peut être féroce parfois. Vous l'avez dit, il ne faut pas se contenter de la protection, il faut aussi une projection européenne dans l'avenir pour pouvoir peser toujours dans ce monde. Si on parle de la monnaie, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel l'euro deviendrait la première monnaie mondiale ? Bon, je ne sais pas s'il faut se fixer ça comme objectif. En tout cas, il est lointain, si on peut l'atteindre. On peut faire des progrès pour essayer de davantage imposer l'usage de l'euro. Vous savez, dans l'histoire des monnaies, j'ai vérifié, il y a toujours une monnaie dominante. On n'accepte pas qu'il y en ait une seconde. Or, on a créé l'euro il y a une quinzaine d'années. Il s'est imposé comme la deuxième monnaie mondiale, mais ça ne plaît pas à nos amis américains. Et dans l'histoire, c'est pas facile de faire cohabiter deux monnaies comme ça. Donc, il y a des efforts à faire pour essayer d'imposer l'usage de l'euro pour ceux qui exportent vers chez nous, pétrole ou dans les grandes transactions internationales. On y arrive petit à petit, mais c'est très difficile parce qu'il y a une lutte pour la domination. En réalité, les transactions se font essentiellement en dollars. En dollars, oui, exactement. Donc, je pense qu'on a quelques atouts pour y parvenir, n'est-ce pas ? L'Union européenne et les pays européens restent la première puissance commerciale du monde, hein, avec un PIB, la richesse nationale, qui est l'équivalent des plus grands, pratiquement le premier, selon comment on calcule, à égalité avec la Chine. Donc on est beaucoup moins nombreux et bien loin devant les États-Unis. Donc on devrait y arriver, mais pour ça, il y a des passages obligés. Pour imposer une monnaie, il faut aussi avoir un gros bâton militaire avec une diplomatie qui va derrière. Donc l'Union européenne, c'est le contraire d'un empire, si vous voulez. C'est construite pour amener la paix, la prospérité. Donc c'est construite un peu à l'envers, volontairement. Donc on a des armes très particulières, qui sont les armes du droit, qui sont les armes de nos valeurs. On n'en a pas assez parlé, peut-être. Je pense que c'est très important, hein. Ce sont les valeurs... Pour moi, personnellement, ce sont les valeurs du personnalisme chrétien qui sont les valeurs de l'Europe. Et donc, un monde sans Europe, il manquerait quelque chose, certainement, même s'il y a une lutte très forte pour les imposer autour des idées de démocratie. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est un tout. Et qu'on a encore d'énormes efforts à faire pour peser le poids réel que nous pesons. Vous corrélez la force militaire à la force monétaire. Les deux vont de pair pour peser face à des hommes forts que sont Donald Trump, Poutine ou Xi Jinping. Il faut une armée sans laquelle, par exemple, la question monétaire, l'euro resterait la seconde monnaie mondiale sans véritable impact dans les échanges internationaux. Oui, je fais quand même une différence entre les États-Unis et la Chine, qui sont deux puissances de niveau mondial, et la Russie, qui est une puissance en déclin. Hein. N'oubliez pas que la richesse nationale russe, le PIB annuel est inférieur à celui de l'Italie, quand même. Hein. Donc, une puissance un peu révisionniste, dotée de beaucoup d'armes nucléaires, qui a été une grande puissance, qui est donc dangereuse, etc. Mais ce n'est pas le même défi. Le vrai défi, c'est comment nous restons dans la compétition entre l'Amérique et la Chine, comment nous restons un interlocuteur de même niveau. Donc voilà, et là, vous avez raison, la question monétaire est très importante parce que avec la puissance militaire, la puissance stratégique, on peut imposer derrière une monnaie des modèles économiques aussi. Alors pour être face aux géants, il faut soi-même en être un dans plein de domaines et souvent on déplore ça. On voudrait faire des Airbus du numérique ou alors on dit le Google européen. Souvent on déplore de ne pas avoir été capable de construire des entités qui ont des tailles critiques suffisantes pour
s'aventurer sur la scène mondiale. Le dernier exemple, c'est la fusion de Siemens-Alstom. La Commission a dit non à cette fusion au nom de la règle de non-concurrence à l'intérieur du marché européen. Est-ce que tout ça va dans le bon sens ? Écoutez, pendant des années, 70 ans, il a fallu décloisonner l'Europe, qui était le continent le plus cloisonné du monde. Je rappelle quand même que jusque dans les années 80, un train allemand ne pouvait pas rouler en France. C'est pas parce que le Grossbertha était venu bombarder Paris par les rails en 1870. On avait peur que ça recommence. Et on avait peur que ça recommence. Donc, si vous voulez, il a fallu décloisonner l'Europe pour donner une dimension à ce marché unique qu'elle a. C'est le premier marché de consommation du monde par le pouvoir d'achat aujourd'hui. Mais quand je parlais de seconde phase de l'Union européenne, c'est maintenant il faut regarder le monde et se projeter dans le monde, se projeter dans l'avenir. Là, vous avez raison, nos règles de concurrence, ce sont nos traités, etc. La Commission, à mon avis, ne pouvait pas décider autre chose. Hein, elle aurait été attaquée en justice. Mais maintenant, il faut peut-être les faire évoluer. Par l'Italie, notamment. Par l'Italie, notamment. Donc, il faut les adapter. Et ça, c'est à l'initiative des États membres. C'est pour ça que Bruno Le Maire et son homologue allemand se sont mis au travail pour voir s'il fallait modifier les règles. Et encore faut-il obtenir le consensus des 27, n'est-ce pas ? Et ça ne va pas être facile. Donc oui, il faut maintenant regarder, la priorité est extérieure, je crois, pour compter et se défendre en se projetant. Je crois que c'est la bonne formule. Et effectivement, les règles de concurrence, peut-être des règles de préférence européenne. L'argent public va d'abord aux entreprises européennes avant d'aller à d'autres. Tout ça, c'est nouveau pour l'Union européenne. Je crois que le tournant est en train d'être pris. On peut regretter que ce ne soit pas assez rapide, mais il est en train d'être pris. Certains on a beaucoup entendu ce mot pendant cette campagne, le mot de naïveté. Dans cette compétition internationale, beaucoup disent voilà, l'Europe a été trop naïve par rapport à cette compétition, notamment en ne réservant pas toutes les commandes publiques, par exemple, à des entreprises européennes, en ouvrant trop tout ce... Écoutez, on vient de parler de concurrence. Je crois qu'il y a 30 décisions qui interdisent des fusions et qui ne concernent pas que l'Europe d'ailleurs, qui sont des sociétés américaines, etc. Donc il faut relativiser. Je pense que nos responsables politiques exagèrent un peu. L'Europe n'est pas si naïve que ça. Elle doit être ouverte parce qu'elle est petite et que elle a tout inventé, la mondialisation. Alors on peut dire qu'on est allé trop vite, on est allé trop loin, qu'elle est trop libérale, etc. Mais nous sommes responsables. Tenez, j'ai un exemple pour ça. Il n'y a pas un grand cap d'un continent dans le monde qui ne porte pas le nom d'un navigateur européen. Donc nous avons inventé la mondialisation. Peut-être maintenant le boomerang nous revient et nous avons des efforts à faire pour nous organiser, pour la rendre plus sociale, etc. Mais donc, c'est une phase nouvelle. Elle perturbe toutes les démocraties dans le monde. Regardez les États-Unis, l'Inde, le Brésil. Tout le monde est perturbé, l'Europe l'est aussi. Et nous avons des questionnements très profonds et des attentes très fortes des opinions. Alors, il y a un continent dont on ne parle pas, c'est l'Afrique. Pourtant, sa population va doubler d'ici à 2050 et il pourrait être envisagé comme une puissance émergente sur laquelle il faut miser. Est-ce que l'Europe a assez pris acte que l'Afrique doit être un partenaire pour demain, notamment pour faire en sorte que les mobilités ne soient pas anarchiques ? Moi, je crois que oui. Je crois que j'ai fait le compte. L'Europe dépense dans son budget 32 milliards pour l'Afrique. On peut dire que c'est pas assez, ça peut être. Mais en tout cas, elle est présente en Afrique, de plus en plus comme un partenaire plutôt que comme un ancien colonisateur. J'ai fait le compte, et je publie ça dans mon petit ouvrage. On parle beaucoup de la Chine qui est présente en Afrique, etc. Les investissements chinois en Afrique, c'est 6% des investissements étrangers. L'Europe, c'est 36%. Donc nous sommes présents. Il faut certainement faire encore des efforts. Et il faut notamment faire des efforts pour modifier la manière dont on coopère avec l'Afrique. On coopère encore trop avec un esprit colonial, alors que la jeunesse africaine se réveille et qu'elle veut des co-investisseurs, en quelque sorte. Pourrait-il nouer des accords de libre-échange avec les pays africains ? Nous en avons. Les accords de Cotonou sont en train d'être renégociés, et c'est des accords privilégiés
qui aide les pays africains à écouler leurs produits. Alors, nos agriculteurs ne sont pas toujours d'accord, etc. Il faut faire la part des choses, mais nous sommes les seuls. Nous sommes le seul continent à avoir cette relation avec l'Afrique. Robert Schuman écrivait en 1960 que l'Afrique et l'Europe étaient des sœurs et que leur destin était lié. On le voit sur les questions migratoires, mais croyez-moi, pas uniquement. Parce que l'Afrique, c'est aussi un continent très très riche, qui a toutes les ressources, et qui entend qu'elle ne soit pas pillée. Il y a entre l'Europe et l'Afrique une sorte de fraternité due à l'histoire qui permet des développements, à mon avis, très productifs pour les deux parties. Vous écrivez, je vais vous citer dans l'un de vos éditos qui sont publiés sur votre site internet, « Dans l'histoire, la démographie a souvent expliqué les rapports de puissance, l'émergence ou la fin d'une civilisation ». Est-ce que cette phrase-là, elle ne nourrit pas toutes les craintes et les peurs, notamment de ce qu'on appelait le grand remplacement, avec, comme le rappelait Jean-Baptiste François, une Afrique qui va multiplier par 2 sa population d'ici 2050 ? Oui, alors les 28 ou les 27 États membres de l'Union européenne, ensemble, c'est 512 millions d'habitants. Donc c'est pas ridicule. C'est ça que je voulais dire aussi. Je veux dire que c'est une évidence qu'il faut travailler ensemble. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît, là. L'extrême droite, l'extrême gauche, tout le monde, désormais. Mais enfin, on a quand même traîné avec des vieilles idées, soi-disant, notre souveraineté était mise en cause, etc. Le président Macron a dit ce qu'il fallait dire. La souveraineté, elle est européenne aujourd'hui. Bien sûr, l'identité reste la nôtre, française, régionale. Et donc, non, je pense que, au contraire, nous avons connu beaucoup d'immigration dans l'histoire de l'Europe et de notre pays, la France. Le tout, c'est de l'organiser et de la maîtriser, de la contrôler pour qu'elle soit acceptable. Et c'est surtout le problème de l'intégration qui se pose. Et de ce point de vue-là, beaucoup de ratés ces dernières années, y compris dans notre pays et en Europe. À votre avis, Jean-Dominique Giuliani, si on imagine que dimanche, là, pendant la soirée électorale, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping sont devant leur poste de télévision et suivent le scrutin, qu'est-ce qu'ils se disent ? Est-ce que quelque part, ils ne se frottent pas les mains devant les divisions éventuelles ? Les résultats ne se disent pas... C'est intéressant, ce territoire, parce qu'en fait, on peut diviser pour mieux régner, nouer des contrats de 5G avec la Hongrie, faire la route de la soie. Et à votre avis, vont-ils se réjouir de l'état politique dans lequel se retrouve l'Europe ? Oui, oui, certainement. Et d'ailleurs, ils y travaillent, pour certains d'entre eux, à nos divisions. Je pense que la Russie est tout à fait au boulot, et la Chine aussi, et Donald Trump qui dit que l'Europe est un ennemi commercial. Donc ça, c'est nouveau pour l'Union européenne. Et vous avez tout à fait raison, c'est un vrai danger. À mon avis, c'est une raison d'unité davantage, de s'unifier davantage. La nouveauté, c'est l'Europe a des ennemis. Et l'Europe n'avait pas l'habitude d'avoir des ennemis, elle n'avait que des amis. Et c'était un peu le bisounours sur la scène internationale. Je crois que ça a beaucoup changé, que tout le monde a compris que la compétition était féroce et que les rapports de puissance, les rapports de force, ça existe encore. Mais nous avons beaucoup d'atouts pour ça. Parce que où est-ce que les citoyens russes aiment à venir ? C'est en Europe. Donc, M. Poutine peut dire ce qu'il veut, ses citoyens, ils votent avec leurs pieds. Les Chinois, c'est quand même un régime totalitaire, qu'on le veuille ou non. Et ils préfèrent avoir un double passeport dès qu'ils réussissent dans la vie. Et ce double passeport, il est américain ou européen. L'Europe est devenue le premier continent d'immigration du monde, donc les gens votent avec leurs pieds. C'est pour ça qu'il faut bien résoudre cette question. Mais en attendant, c'est en Europe qu'on vit le mieux. Vous restez confiant dans le fait que l'Europe peut gagner dans cette mondialisation la guerre des valeurs ? Oui, la guerre des valeurs, parce que dans les traités européens, dès l'article 2 du traité de l'Union européenne, la définition des libertés individuelles et collectives, c'est pour moi la traduction, je le dis comme je le pense, et je peux le dire chez vous, la doctrine sociale de l'Église telle que je l'ai toujours partagée, et c'est le personnalisme qui... a mis la dignité humaine et le respect des droits individuels et collectifs, mais aussi la responsabilité au sein de communautés organisées, au premier rang des objectifs de l'Union européenne. Et ça, croyez-moi, partout dans le monde, et Dieu sait si je voyage, on nous l'envie.
et on essaie de le copier. Oui, Monsieur Bellamy a insisté sur les racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce que ce défi-là n'a pas été oublié de ces dernières années par les politiques? Non, il n'a pas été oublié, il a été nié à l'initiative de dirigeants français. C'est-à-dire le refus d'inscrire d'où nous venons dans la Constitution européenne, à mon avis, est une erreur fondamentale. Ça a posé des questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être. Il faut assumer ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on se projette dans l'avenir avec la même histoire que dans le passé. Mais en revanche, le fait d'assumer ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs personnalistes, d'origine chrétienne, etc., c'est une force pour nous. Et nos amis musulmans ou autres ne comprennent pas qu'on soit tiède avec nos valeurs. Donc, je pense que c'est un sujet que nous avons raté à l'initiative, je le rappelle, de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. Une dernière question de Jean-Baptiste François, Lacroix. Vous l'avez dit, la Russie notamment travaille à la division européenne, jusqu'à financer indirectement les partis populistes. Est-ce que ce travail d'influence peut aller jusqu'à faire tomber la démocratie européenne ? Non, je ne pense pas. Je pense que les gens sont très attachés quand même à la démocratie, mais enfin, tous les sondages montrent aussi qu'il y a une érosion du sentiment, notamment chez les jeunes, du sentiment de la richesse de ce que représente un système démocratique. On le voit bien dans divers mouvements sociaux, la contestation de la représentation politique aussi, qui est un sujet de préoccupation. Et de ce point de vue-là, l'Europe est peut-être plus fragile que d'autres parce que nous avons connu au XIXe siècle l'Europe des nationalités, qui s'est transformée au XXe siècle en l'Europe des nationalismes. Et donc nous avons à inventer une nouvelle identité qui soit à la fois un sujet de fierté pour les citoyens, de fierté d'appartenance, qui se reconnaissent là-dedans, mais qui soit aussi la capacité à préserver un certain multilatéralisme, un certain dialogue entre les nations. Et ça, je crois que nous avons beaucoup à faire. Comment dirais-je ? Je terminerai en disant que, de temps en temps, je regrette que nos autorités religieuses aussi n'assument pas non plus le côté riche et conforme à leur enseignement de l'unification européenne. Je voudrais qu'une Église plus engagée dans l'objectif européen, qui reste un objectif de paix et de concorde entre les hommes. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani d'avoir avec tant de pédagogie parlé de l'Europe et de son avenir. Notre invité la semaine prochaine sera Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Alors vous pouvez retrouver d'ici là cette émission sur les sites internet de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci de votre fidélité et bonne semaine.